Et avec notre invité, nous nous arrêtons ce matin sur ce chiffre éloquent. 20% au moins de la population souffre à des degrés divers de la peur de l'avion. Il faut toutefois savoir que cette aérodromophobie n'est pas une fatalité. Oui, c'est son nom. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la sécurité aérienne et vous publiez avec la psychologue Velina Negovanska « Je n'ai plus peur de l'avion », un guide pratique à destination donc de tous les phobiques des airs, à qui il faut d'abord peut-être rappeler que l'avion est aujourd'hui tout simplement le moyen de transport le plus sûr. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne se soigne pas avec des statistiques, mais c'est une réalité. On est sur un moyen de transport qui est excessivement normalisé, qui est très sécurisé, qui fonctionne très bien. Après, il faut aller aussi au bout des idées catastrophes, parce que quelqu'un qui a peur de l'avion, il ne se contente pas d'une statistique, il se dit qu'une turbulence va être dangereuse, et il y a beaucoup d'idées fausses autour de ça, et il faut réussir à dédramatiser ces informations, et puis se rapprocher un petit peu plus de la réalité. Et puis surtout, on est face à une peur qui n'est évidemment pas rationnelle, et face à des gens qui vont retenir plutôt qu'un voyage sans encombre les incidents ou les catastrophes. Alors, comme les médias d'ailleurs, mais d'une manière générale, c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir écrit le livre avec une psychologue. Moi, je donne les réponses techniques. Comment on gère un orage, une turbulence, une panne. Et le rôle de la psychologue, c'est de faire en sorte que ces réponses techniques prennent le dessus et que la pensée automatique qui vous vienne à l'esprit quand vous êtes dans l'avion, c'est cette pensée réaliste. Et le cerveau, en fait, c'est simple. Il y a le cerveau des émotions et au-dessus, vous avez le cortex qui est rationnel, qui connaît les statistiques. Il faut forcer le cortex à rester allumé. À aller sur le rationnel et à gommer ses efforts. Exactement. En tout cas, à mettre les émotions en sommeil. Empêcher le cerveau des émotions de reprendre le dessus. Sauf qu'il y a évidemment ce qu'on lit dans les médias, ce qu'on voit à la télé, et puis il y a aussi notre propre expérience quand on a un atterrissage qui est un petit peu délicat ou qu'on fait un voyage avec beaucoup de turbulences. Évidemment, on a peur pour le prochain trajet en avion. Alors on imagine que ça va être déjà pire la prochaine fois, souvent parce qu'on arrive au vol avec l'anxiété du vol précédent qui s'était mal passé. Donc on accumule en fait toute une somme d'anxiété. Ça se renforce quasiment tout le temps, l'anxiété se renforce avec le temps, c'est ce qu'on observe malheureusement. Il y a des moyens de s'en débarrasser justement par des réponses. Vous parliez des turbulences. À votre avis, une turbulence, c'est une bosse, mais on tombe de quelle altitude dans une grosse turbulence ? Oh là là, là vous nous posez une colle. 2 mètres 1 mètre, 2 mètres. En fait, une très grosse turbulence, ça va être quelques dizaines de centimètres. 20 centimètres, c'est suffisant pour que le café tape le plafond et tout le reste. Oui, donc mais ça on a donne des effectivement sensations. une sensation de chute. Tout est décuplé là-haut. Le sentiment de chute fait qu'on sécrète les hormones du stress. Voilà. Et donc, c'est des choses qui font que le cerveau s'en souvient particulièrement bien. Donc, il y a aussi des techniques d'exposition, de respiration, vraiment plein de petites choses qui sont très pratiques. Là, on est très content parce qu'il y a quelques jours, on a une hôtesse de l'air qui nous a dit j'ai lu votre livre et j'ai déjà appliqué certaines techniques aux passagers. Puis voilà, donc on a du retour positif de professionnels également. La peur numéro 1, c'est celle de l'accident. Alors, crash, puis turbulence, orage et panne moteur. C'est vraiment le top 4. Mais en réalité, l'accident, c'est une peur en soi, mais il faut voir que derrière, il y a qu'est-ce qui mène à l'accident. Donc on imagine toujours quelque chose qui est banal, une turbulence. Alors il faut être clair, il n'y a aucun avion, par exemple, pour les avions de ligne aujourd'hui en circulation, vous avez 0 crash qu'il y a une turbulence. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif. On imagine, même le Rio-Paris, il y a de la moitié des gens qui pensent encore que c'est une turbulence, alors que ce n'est pas le cas. Et chaque événement, comme ça, un avion, vous coupez tous les moteurs, l'avion, il va planer pendant 40-45 minutes. Et il reste manœuvrable. Et on a des exemples réels. Alors, avions qui ont pu se poser, faire des amérissages réussis. On a un taux de réussite qui est de 100%. Pour des avions qui étaient en situation de planer, qui ont réussi soit à atterrir, soit à faire un amérissage. On est souvent inquiet aussi des bruits qu'on peut entendre pendant le vol, dans l'avion, des bruits qui ressemblent à des bruits de glaçons, mais qui n'en sont pas, et alors ça, c'est la clim. Le bruit de glaçons, c'est la clim. C'est vrai que c'était compliqué d'expliquer tous les bruits dans le livre, mais on a essayé un petit peu de revenir dessus. Donc là, on a évidemment la lancée des circuits hydrauliques, la clim, on met de l'essence, puis on change l'essence, il y a différents réservoirs, il faut passer d'un réservoir à l'autre. Tout ça, c'est des bruits qui sont normaux, et vous n'êtes pas la seule à l'entendre, l'équipage l'entend aussi, donc si vous l'entendez, c'est que les autres l'entendent aussi, s'ils ne s'inquiètent pas... Et si l'équipage ne réagit pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est quand on conduit une voiture, on la connaît, on sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le ressent. Comme on n'a jamais piloté d'avion, évidemment, c'est difficile. C'est dans l'inconnu. Il faut appréhender tout ça, expliquer, mettre les cartes sur table pour que les gens puissent se débarrasser de cette peur. Ce qui fait qu'on est rassuré aussi en voiture, c'est le fait qu'on maîtrise soi-même la situation. Ouais. On est maître, et puis en plus, on a l'imaginaire qu'on peut s'échapper, et on peut fermer la porte et s'en aller. L'avion, effectivement, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cockpit, il faut avoir des réponses. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça veut dire que le pilote appuie sur tel et tel bouton. Comment est-ce qu'on fait un virage ? Comment est-ce qu'on se pose dans le brouillard ? Des choses très concrètes.
À partir du moment où vous savez comment ça se fait dans le cockpit, vous aurez plus de facilité à le gérer en tant que passager. Vous avez mis en place tout un protocole, développé aussi des stages avec une prise en charge qui se déroule au centre de traitement de la peur de l'avion dont vous êtes le cofondateur. Oui. Justement, pendant ces stages, on peut se retrouver simuler, par exemple, un décollage, un atterrissage, des turbulences dans un avion. Clairement, le livre est la transposition écrite du stage, et le stage, c'est 3 choses. C'est la partie psychologique, comment faire en sorte que les réponses prennent le dessus. C'est la partie respiration, et là on donne aussi des logiciels, des petites applications qui sont très faciles à utiliser sur smartphone. Il y a les réponses techniques, et ensuite il y a la prise des commandes dans un simulateur de vol. Et là on prend les commandes d'un Boeing 737, et effectivement, voir comment un avion plane, c'est pas la même chose que si je vous dis que ça plane. On touche une autre structure cérébrale. On sait qu'il y a au moins les 3/4 des personnes qui vont lire le livre, qui vont être apaisées par le livre, mais il y a certaines personnes qui ont été très choquées, par exemple votre atterrissage turbulent, là votre cerveau des émotions a été choqué, et peut-être que pour vous il faudra en plus une séance de simulateur de vol. Ça veut dire qu'il faut quand même préparer son voyage si on prend l'avion, qu'on l'a pas pris depuis très longtemps et qu'on a peur, qu'on a une angoisse, ça se prépare, qu'est-ce qu'il faut faire avant, et puis pendant le vol, qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors avant le vol déjà vous pouvez essayer de dédramatiser la situation en vous exposant, donc aller à l'aéroport, regarder les avions décoller, regarder des vidéos d'avions qui décollent, des avions gentils où tout se passe bien. Le cerveau va s'habituer, il ne faut pas chercher des vidéos de turbulence, et quand le cerveau s'habitue à la situation, il va la normaliser, et le moment où vous allez vous exposer, ce sera moins agressif. Ensuite, alors, regardez toutes les réponses techniques, et alors dans le vol, peut-être la chose la plus importante, c'est de garder le cortex allumé. Prenez un stylo, écrivez. Quand vous êtes en train d'écrire, vous avez forcément le cortex allumé. Écrivez, j'aime pas l'avion, je suis pas heureux, mais... Je ne me sens pas bien, c'est atroce. Mais par contre, quand vous écrivez ça, ça évite déjà de le penser 50 fois. Et ensuite, quand vous avez vraiment votre stylo, vous activez l'aire cérébrale du mouvement, et le fait d'écrire, vous avez le cortex allumé. Et tout ça, ça va empêcher le cerveau des émotions de dominer. Alors on s'exprime par écrit. Est-ce qu'il faut aussi s'exprimer auprès du personnel de bord? Leur dire, je me sens pas très bien, je suis inquiet, je suis angoissé. Est-ce que ça peut aider aussi à ce que le vol se passe mieux? Alors les personnels de bord, en général, vont faire en sorte de vous aider, de vous accompagner, s'ils en ont le temps et la possibilité. Donc en effet, on peut essayer de le partager avec eux. Peut-être qu'ils vont essayer de vous placer plus à l'avant de l'avion, à un endroit où on ressent moins les vibrations. Peut-être qu'ils vont être présents, ils vont vous toucher la main. Quand on touche la main, quand on serre la main de quelqu'un qui est proche de nous, on sécrète une hormone qui s'appelle l'ocytocine, et ça empêche la sécrétion des hormones du stress. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on va mieux vivre le vol quand on l'a partagé. Est-ce que vous avez noté de nouvelles angoisses qui peuvent être liées aux attentats et aux attaques qui ont été perpétrées? Alors, pas dans des avions, a priori. En tout cas, vous me dites qu'aucun avion n'a été détruit par un explosif dans un pays occidental depuis 1980, mais l'aéroport de Bruxelles a été attaqué, et puis ça s'est passé aussi en Turquie. Alors là, on est sur des événements, évidemment, en Turquie et en Belgique, où c'est l'extérieur de l'aéroport. On n'avait pas encore passé la sécurité, et là, malheureusement, on a de la même sécurité que dans une gare ou dans un centre commercial. Donc c'est vrai qu'on a un imaginaire sur l'attentat en avion qui est fort, alors qu'en réalité, on n'a pas réellement de cas d'explosifs qui ont pu être introduits. Néanmoins, nous, on note les différentes peurs, et on voit l'évolution d'une note sur 10. On voit l'évolution de l'attentat depuis 4 ou 5 ans qui monte petit à petit, sans atteindre les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'attentat est dans le top 3. Oui, mais aux États-Unis, il y a eu le 11 septembre. Il y a le 11 septembre, c'est les médias qui marquent en fonction de l'actualité. C'est quelque chose qui appartient à la mémoire collective. Alors qu'eux, ils ont très peu été choqués par le Rio-Paris, par exemple. Je n'ai plus peur de l'avion, tous les outils pour un vol pratique. Velina Negovanska et Xavier Titelman, merci beaucoup d'être venus ce matin. Merci. Nous en parler, c'est aux éditions Duno, et je vais l'offrir immédiatement à mon beau-père qui ne prend jamais l'avion. Ça, c'est dit. Merci beaucoup et bonne journée à vous.